Avec Olivier Besancenot, on a déjà parlé de ce qui s'est passé hier place de la République. Avant de parler de la COP21, est-ce que vous avez pavoisé un drapeau français vendredi au moment de l'hommage national, comme le demandait le président de la République? De célébrer la mémoire des victimes, mais comme beaucoup d'ailleurs. Le drapeau français, la Marseillaise, ça fait partie des valeurs de la République? Oui, et puis aussi de beaucoup d'autres valeurs. Voilà, mais là, c'est être à l'unisson du président de la République. Je n'avais pas envie. Voilà, mais bon. Pourquoi? Toutes ces réponses apportées au terrorisme, pour moi, elles vont faire qu'alimenter ce qui est en train de se passer. Toutes les réponses sécuritaristes va-t-en-guerre, contrairement à ce qu'on pense, pourront jamais faire partie de la solution, puisqu'elles font partie du problème depuis le départ, d'ailleurs. Sécuritariste, je vous le disais tout à l'heure, une société prostrée, va-t-en-guerre parce qu'il y a malheureusement des bases matérielles à l'existence de Daesh, et les interventions militaires occidentales en font partie. Alors je ne vous dis pas que Daesh n'est que l'ombre de l'intervention militaire occidentale, ça a pris sa propre envol, et moi je suis internationaliste, je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans le monde, mais par exemple, ceux et celles qui sont sur le terrain et résistent à la fois à la dictature d'Assad d'ailleurs, mais aussi à Daesh, je pense par exemple aux Kurdes de Kobané et de Syrie, ils réclament quoi? Un couloir humanitaire, politique, économique et militaire pour que les armes passent, pour que les combattants passent. Or c'est un secret pour tout le monde, enfin c'est un secret pour personne, pardon, que le gouvernement d'Erdogan en Turquie par exemple ouvre ses frontières aux djihadistes et les ferme aux combattants kurdes. Or, on déroule un grand tapis rouge, par exemple, au gouvernement d'Erdogan. D'ailleurs, je me souviens que même après les attentats de janvier, on l'a accueilli. Et l'organisation révolutionnaire kurde qui s'appelle le PKK est, à l'heure où je vous parle, fixée sur la liste des organisations terroristes, que ce soit par la communauté internationale ou le gouvernement français. Donc, plutôt que de nous faire des grands discours, M. Hollande ferait bien de retirer, par exemple, le PKK de la liste des organisations terroristes. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui sont tentés dimanche de mettre un bulletin Front National dans l'urne parce qu'ils veulent plus de sécurité dans notre pays? Qui se trompent. Voilà, mais il y a tellement de personnes qui leur parlent de façon paternaliste. Donc au bout d'un moment, les gens, ils ont envie de goûter. Voilà, je leur dis simplement, vous pensez braquer peut-être une arme contre le système, vous allez vous tirer sur vous-même. Mon problème, il n'est plus là. Les gens qui votent, c'est des grandes personnes. Voter pour le Front National, ça a un sens politique sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, sur les questions d'immigration. Mais le problème, c'est quel bloc politique on pourrait avoir à gauche qui soit capable de capter un peu la colère. Et le problème, c'est du côté de la gauche radicale ou de la gauche non gouvernementale, c'est la dispersion, c'est le manque d'unité, c'est des ambitions personnelles pour les uns, c'est des organisations qui se présentent contre le Parti socialiste au premier tour, à fond contre le gouvernement, et qui au deuxième vont co-gérer les régions avec ce même parti de gouvernement. Et ça, au bout d'un moment, ça nous discrédite. Donc le chemin de la reconstruction et de la fédération des forces anticapitalistes, on n'en a plus besoin, mais pour rien vous cacher, je pense que la séquence électorale, pour l'instant, ce n'est pas forcément le meilleur point d'appui. J'espère en tous les cas que contre l'état d'urgence, sur des questions climatiques et des questions sociales, on arrivera à se retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions unitaires qui se tiennent en ce moment, qui sont extrêmement importantes. La COP21, est-ce que vous croyez qu'il fallait qu'elle ait lieu? Est-ce que vous croyez, vous avez foi dans ce qui va être décidé, cet accord qui est en train d'être négocié? Non, évidemment, j'ai aucune illusion. Comme à chaque sommet, de toute façon, il n'y a pas d'accord. Et puis là, évidemment, la plus grande blague, c'est qu'évidemment, ça ne sera pas contraignant. Quoi qu'en dise François Hollande, ce ne sera pas contraignant. Donc ce sera des vœux pieux. Des vœux pieux qui, en plus, quand on regarde de près, d'après, y compris les organisations internationales, l'ONU entre autres, fixe finalement réchauffement climatique à 3 degrés. Or, tout le monde sait qu'il faudrait être en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc on est très loin des mesures d'urgence qu'il faudrait prendre. Il y a l'hypocrisie la plus totale, avec des engagements qui avaient été pris auparavant qui ne sont jamais tenus. Le fameux fonds vert pour les pays du Sud, qui sont les premières victimes de la pollution, par exemple. Non seulement les sommes n'arrivent pas, mais elles sont dérisoires par rapport aux subventions publiques qu'on donne, par exemple, du côté des puissances du G20 aux énergies fossiles. Et puis, derrière tout ça, il y a, si vous voulez, c'est ça l'origine de l'impasse politique, c'est qu'on cherche finalement à refaire une source lucrative de la question de la lutte contre le réchauffement climatique. On fait des nouveaux marchés, des nouveaux business. C'est le marché carbone, c'est un marché. Il y a un marché des droits à polluer. C'est quand même dingue qu'on donne un prix au carbone et qu'on reproduise dans ce domaine-là aussi, finalement, toujours la division entre ceux qui pourront se l'acheter et ceux qui ne pourront pas se l'acheter. On va faire de la captation carbone, du marché propre, soi-disant du carbone propre, ça aussi c'est bien rigolo, mais ça sera un business juteux, pareil que souhaitent le faire certaines multinationales sur les énergies renouvelables. Donc je pense que si on voulait un peu arrêter de raconter des histoires aux enfants, il faudrait prendre des mesures d'urgence climatique radicales. Je pense qu'il y en a au moins une. Vous en avez pas mal, oui, sortir du nucléaire en moins de 10 ans, des énergies fossiles avec 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ça passe par un service public de l'énergie. Ça passe par un service public de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut réquisitionner tous les opérateurs énergétiques actuellement, de Total, Areva, EDF, j'en passe et des meilleurs, pour les
je dirais, les unifier dans un seul et même service public qui est le monopole de l'activité. Ça veut dire en effet exproprier ceux qui spéculent dans ce domaine-là. C'est le seul moyen d'envisager une transition énergétique où on soit capable en effet de sortir et des énergies fossiles et du nucléaire. Mais ça, on n'est pas les seuls à le penser, heureusement. C'est aussi l'objet d'une campagne internationale. Mais en tous les cas, c'est des mesures radicales qui prouvent que les questions écologiques et les questions sociales sont extrêmement liées. Donc là, c'est que de la com, cette COP21 ? C'est énormément de com'. Beaucoup de poudre aux yeux, et puis c'est de nouveau l'impasse, parce que malgré tout, derrière ça, il y a une urgence extraordinaire. Vous savez, il y a une figure du mouvement altermondialiste, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais qui s'appelle John Holloway, qui a utilisé une belle image. Il a dit qu'à l'occasion de ces sommets, finalement, on peut envisager la fin du monde. On a des experts qui viennent nous expliquer à la télé qu'on peut tous mourir sous le réchauffement climatique, enfouis par les océans. Donc la fin du monde est un sujet. Il y a quelque chose qui n'est pas un sujet, c'est le changement de société. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on pourrait ne pas tous mourir, changer de mode de production et de consommation, mais pour ça, il faut en finir avec le logiciel de l'économie de marché. Quand on dit ça, soit on est pris pour un doux rêveur, soit pour quelqu'un de dangereux, mais en tous les cas, visiblement, c'est toujours pas à l'ordre du jour, même quand, paraît-il, il y a des gouvernements de gauche au pouvoir, avec une partie de leurs alliés écologistes. Je dis ça pour Emmanuel Cos, par exemple. Mais je l'invite à lire la tribune de Mediapart, où Noël Mamère, par exemple, Eva Joly, ont pris position, avec moi puis avec d'autres d'ailleurs, pour dire qu'on continuera à manifester, justement, même pendant l'état d'urgence. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant, la météo et le journal sur RIA. Tout de suite.